On ne dit jamais aux Français quelle est l'origine des déficits publics. Ouais. Le déficit de la sécurité sociale, en réalité, il est bien plus important que ce qu'on ne vote au Parlement. Le poids de la retraite, c'est 50% de notre dette publique depuis 20 ans. Il n'y a pas que moi qui le dis. Édouard Philippe écrit dans son livre « Nous nous sommes cachés la vérité sur les retraites grâce à des tours de passe-passe comptables ». C'est ce que dit Bernard Cazeneuve. Les retraites contribuent à 70 milliards de déficit public par an. Nous ne sommes pas transparents. La réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de changer nos lois financières. C'est juste une question de communication financière et de sincérité de la communication financière. N'importe quelle ménagère verrait que quand elle lui manque 1 000 € par mois, elle répartit ça en gros au prorata des dépenses. Bonjour Jean-Pascal Beaufret, ravi de vous retrouver ici. On vous avait déjà accueilli pour une première vidéo qu'on mettra en commentaire sur le poids des retraites dans les finances publiques. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore plus spécifique. Mais avant ça, petit rappel, petite présentation. Vous êtes l'ancien DG des impôts, ancien haut fonctionnaire, mais aujourd'hui, vous militez pour la transparence des comptes publics, des finances publiques. On va voir ce que ça veut dire, cette transparence des comptes publics. Avant ça, permettez-moi de remettre un petit peu le cadre de ce dont on parle, les finances publiques en France. Les finances publiques en France, à quoi on fait référence ? 1 500 milliards de recettes, 1 670 milliards de dépenses. Ça, ce sont les chiffres de 2024, donc un déficit de 170 milliards qui correspond à 5,8% du produit intérieur brut français, le fameux PIB. Ces dépenses publiques, elles sont utilisées par des administrations publiques. On a 3 administrations publiques, la PUC pour l'administration publique centrale, la PUL pour le local et ASSO pour la sécurité sociale. Sur ce périmètre-là, le Parlement va voter chaque année en loi finance la répartition du budget. On appelle ça les articles de cadrage. Et c'est là qu'on va entrer en scène sur la transparence des comptes publics, parce que les articles de cadrage chaque année nous donnent une répartition du déficit. Donc on peut voir que pour l'année 2024, et c'est dans vos papiers, et c'est de toute façon dans l'INSEE, où on a ces chiffres-là, la répartition du déficit, c'est essentiellement l'administration publique centrale, 150 milliards sur les 170 milliards, 17 milliards pour les collectivités locales, donc APUL, et un surplus de 1 milliard pour la sécurité sociale. Est-ce qu'on est transparent lorsqu'on parle de ces chiffres ? Non, alors on ne l'est pas vraiment. Merci d'abord Guillaume, merci de me recevoir avec vous ici. Il n'y a pas 3 administrations, il y a 3 catégories d'administrations. Parce que dans le central, vous avez l'État et puis vous avez un petit millier d'organismes qui travaillent pour l'État, des établissements publics généralement. Donc par exemple les universités, par exemple des centres de recherche, par exemple France Travail. Donc vous avez tout un ensemble d'entités qu'on appelle les administrations centrales. Okay. Dans les administrations locales, vous avez, c'est bien connu, 35 000 communes, mais surtout avec un très grand nombre de milliers d'autres organismes qui vont avec les communes, les établissements publics intercommunaux, les départements, les régions. Et vous avez beaucoup de pseudopodes, en quelque sorte, des collectivités locales. Donc il faut regrouper tout ça dans un ensemble qu'on appelle les administrations locales. Et puis vous avez les administrations sociales. Alors celles-là, elles sont plus connues. C'est la sécurité sociale qui a 32 régimes différents de sécurité sociale, mais vous avez aussi d'autres très grands régimes, par exemple l'UNEDIC pour le chômage et les retraites complémentaires, une petite dizaine de régimes de retraite complémentaires. Donc vous voyez, nous parlons de 3 groupes d'administrations qui méritent d'être prises collectivement. Alors, toutes ces administrations font des dépenses, et notamment toutes les administrations sociales font des dépenses qui couvrent le modèle social français, les prestations sociales, la maladie, la vieillesse, l'accident du travail, l'autonomie, la famille. C'est la plus large dépense, c'est la plus large dépense. Cette administration. C'est à peu près 900 milliards de dépenses sur 1700. Vous voyez, c'est plus de la moitié. Les collectivités locales, c'est un peu plus de 300 milliards, 330 milliards de dépenses. Et l'État en direct, quand il dépense pour lui-même et pour ses établissements publics, c'est environ 500 milliards de dépenses. Replaçons le contexte. On fait ces comptes parce qu'on envoie des comptes à Bruxelles. Oui. La France a signé des traités, Maastricht, Lisbonne,
et elle est obligée d'avoir le même cadre de présentation de ses comptes que tout le monde. Et c'est des comptes qui sont exprimés dans un langage qui s'appelle les comptes de la nation. Ok. C'est un langage qui est dérivé des comptes budgétaires, donc ce sont les mêmes données en quelque sorte, mais c'est exprimé un peu autrement. Et il est important de raccorder ce langage des comptes de la nation avec celui des comptes budgétaires que le Parlement vote. Alors le Parlement ne vote que pour les administrations centrales, l'État. Donc là, c'est ce qu'on appelle la loi finance chaque année. C'est ce qu'on appelle la loi de finances chaque année, la LFI chaque année. Il les vote pour, depuis 1996, il les vote pour les régimes de sécurité sociale. Il ne les vote pas pour tous les régimes, parce qu'il ne les vote pas pour l'UNEDIC ou pour les retraites complémentaires. Donc là, il y a un trou, il ne vote pas. Et le Parlement ne vote pas du tout les comptes locaux. Il vote des dotations de l'État aux collectivités locales, mais ce n'est pas lui qui vote les comptes locaux. Donc on agrège les comptes locaux pour être compatible avec ça. Alors, pourquoi ce n'est pas transparent ? Parce que, vous voyez tout de suite, l'État fait à peu près 500 milliards de dépenses, les collectivités locales 330 et les administrations sociales environ 900. Bon, et on impute la plus large partie du déficit. Que l'État, sur 500 milliards de dépenses, fait 150 milliards de déficit. Les collectivités locales, les mauvaises années, on était dans des mauvaises années en 2023, 2024, 2025, fait environ 20 milliards de déficit. Et puis, le social fait pas de déficit, mais des excédents. Et ça, c'est très régulier. Si vous acceptez les années de pandémie, les administrations dites sociales, c'est-à-dire la sécurité sociale, étaient présentées dans les comptes votés par le Parlement en excédent. Alors ça ne tient pas la route, n'est-ce pas ? Ça, c'est un des indicateurs. Il y a un autre indicateur en préparant ce rendez-vous. On parlait justement des dépenses publiques qui sont envoyées à Bruxelles selon les comptes de la nation, ce fameux code-là, de 1670 milliards. Or, ce qu'on voit... 1670 milliards. Or, ce qu'on voit sur les articles de cadrage, le périmètre voté par le Parlement, c'est pas 1670 milliards. C'est 107 milliards de plus. C'est plus que ça, c'est 1778 milliards. Alors, d'où viennent-ils ? Alors, pourquoi ? Parce que toutes ces administrations, ils se font des transferts, des financements, les unes entre les autres. Et c'est de là que vient le défaut de transparence. C'est très important de le comprendre. Donnons des exemples de transferts. Eh bien, par exemple, l'État verse des dotations budgétaires aux collectivités locales qui sont très importantes, qui peuvent atteindre 60 milliards par an. Où l'État verse à la sécurité sociale des dotations très importantes aussi, qui sont de l'ordre de 70 milliards par an. Alors, vous ne pouvez pas prendre en compte, quand vous envoyez un compte de l'ensemble des administrations, un compte que je dirais commun, combiné, consolidé de l'ensemble des administrations, vous ne pouvez pas compter deux fois la dépense des collectivités locales, par exemple, et puis la dépense de l'État qui verse 60 milliards aux collectivités locales. Quand vous comprenez la sécurité sociale dans les comptes d'ensemble, dans les comptes combinés, vous ne pouvez pas prendre la dépense totale de la sécurité sociale et en double la dépense qui finance la sécurité sociale. Donc le principe simple d'une comptabilité, le principe simple des comptes publics, c'est que vous devez enlever de celui qui dépense une dépense intermédiaire, un flux intermédiaire de financement, vous devez l'enlever de sa dépense et vous enlever de la recette de l'autre. C'est ce qu'on appelle la consolidation en comptabilité. C'est ce qui s'appelle la consolidation. C'est extrêmement simple. N'importe qui est capable de comprendre qu'on ne peut pas compter. Oui, c'est à l'intérieur d'une même entité. On va avoir une recette qui va être, enfin, une dépense de l'un qui va être la recette de l'autre. Il faut pouvoir l'enlever des deux côtés. Quand une dépense de l'un est la recette de l'autre, il faut les éliminer. Bon. Alors ça, on ne le fait pas. Et donc, ils votent 107, 110 milliards de dépenses de plus, puisqu'ils comptent dans le total des dépenses publiques aussi les dépenses intermédiaires qui servent à financer les dépenses finales. Alors là, on n'y voit plus rien. C'est pas que le compte qu'on envoie à Bruxelles est inexact, c'est pas du tout. Là, lui, il est exact. Lui, il est juste. Mais lui, il est juste. Mais ce qu'on montre au Parlement, c'est juste quelque chose qui est après des dépenses intermédiaires qui financent des dépenses finales, qui n'est juste pas consolidé. Alors ça, vous voyez, c'est un des défauts de la transparence des comptes publics français qui est tout à fait considérable. Alors si vous redressiez véritablement, vous vous apercevriez que l'État, il ne fait
il ne fait pas 90% des déficits, mais il fait 20% des déficits. C'est ça au final, parce que la mécanique à comprendre, et parfois pour le néophyte, elle n'est pas simple. Même moi, j'ai dû vraiment rentrer quand même dans le sujet, sur cette consolidation, de bien comprendre les mouvements et les flux. Mais c'est que, en fait, les comptes qui vont être envoyés à Bruxelles sont justes, parce qu'ils sont traités de manière consolidée. En revanche, ça va jouer, tous ces transferts-là vont jouer sur la répartition du déficit. Exactement. En fonction des trois grandes catégories d'administration qu'on a nommées. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces transferts ? C'est en gros 2 transferts. C'est un transfert énorme, considérable de l'État à la Sécurité sociale, parce qu'on vous présente un déficit de la Sécurité sociale, mais après que l'État l'ait subventionné, le déficit de la Sécurité sociale, en réalité, il est bien plus important que ce qu'on ne vote au Parlement. Donc c'est une dépense de l'administration centrale qui va arriver en recette de la sécurité sociale. Et donc nécessairement, le déficit va être imputé à l'administration centrale, à l'État. Absolument. Alors le déficit si vous voulez, il y a des dépenses, par exemple, sociales qui sont faites, mais on ne compte pas toutes les dépenses qui financent les dépenses sociales. Il y en a ailleurs. Et à ce moment-là, ça ne marche pas. Alors c'est particulièrement le cas pour les retraites. On en reparlera si vous voulez, mais globalement, si vous prenez le schéma global, l'État fait 70 milliards de subventions à la sécurité sociale par différentes méthodes. Alors, je peux vous citer les principales méthodes. La principale méthode, c'est l'État donne une très grosse subvention, en quelque sorte, pour les retraites des fonctionnaires. C'est de l'ordre de 40 milliards. Ça, on peut y revenir un peu plus dans le détail. On l'avait vu dans notre vidéo, on remettra le lien, mais on peut y revenir un peu plus dans le détail sur ce qu'on appelle la subvention. Parce que c'est un sujet d'actualité en plus. Tout à fait, c'est un sujet d'actualité. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est que comme on ne retire pas dans le vote du premier article, celui qui cadre les finances publiques, comme on ne retire pas les dépenses entre administrations, on donne aux parlementaires et à l'opinion publique, de ce fait, une image tout à fait fausse de quelle est l'origine des déficits publics. On dit... L'État ne dépense que 35% des dépenses publiques, mais il fait la presque totalité des déficits. Les collectivités locales dépensent 15% des dépenses publiques, mais elles font très peu de déficits. Et puis alors, le social, il fait plus de 50% de la dépense publique, mais lui, il est en excédent. Ça, n'importe quelle ménagère verrait que quand il lui manque 1 000 euros par mois, elle répartit ça en gros au prorata des dépenses. L'imputer sur ses différentes postes de charge. Au prorata. Si j'ai 40% pour la maison, la maison a 40% des déficits de 1 000 euros. Et elle ne va pas dire, tiens, la maison est excédentaire, les vacances sont excédentaires, et puis l'entretien des enfants est très déficitaire. Eh bien, c'est ce qu'on dit. On dit quelque chose qui n'est manifestement pas exact au Parlement et à l'opinion publique. Alors, c'est très important, parce que, du coup, on ne dit jamais aux Français quelle est l'origine des déficits publics. On dit beaucoup de causes. Il y aurait trop de fonctionnaires de l'État, il y aurait un millefeuille territorial pour les collectivités locales qui serait extrêmement coûteux. Il y aurait probablement une assez grande générosité du modèle social. Ça, tout le discours politique, il est autour de ces quelques thèmes et on le dit. Mais on ne dit jamais le pourcentage. On ne dit combien vient... On a fait 170 milliards de déficit. On n'arrive pas à s'accorder sur le constat. On n'arrive pas à s'accorder sur le constat. On ne dit pas, dans les 170 milliards de 2024, il y en a 50% qui viennent d'ici, 30% qui viennent de là, 20% qui viennent de là. Si vous reconstituez les chiffres tels que publics, moi je ne travaille qu'avec des chiffres publics, si vous reconstituez les chiffres publics, la vérité c'est que un cinquième du déficit est créé par les déficits de l'État et de ses établissements. Et puis près de 40% par les collectivités locales et 40% par le social. Voilà. C'est ça la vérité des chiffres, si vous voulez. Une fois qu'on retraite tous ces transferts, une fois qu'on enlève les transferts. Et ça serait simple, ça serait extrêmement simple de présenter au Parlement des dépenses avant les transferts. Et ça serait extrêmement simple de voter les budgets de la sécurité sociale et de l'État avant les transferts. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas le cas aujourd'hui ? Parce que si je suis un parlementaire qu'on me présente, alors peut-être qu'on me le présente pas comme ça, mais qu'on me présente 1778 milliards de dépenses à voter, alors que c'est 1670 qui sont envoyés à Bruxelles, qu'est-ce qui fait en fait qu'on les parlementaires aujourd'hui ne votent pas sur le bon périmètre ? On les fait voter sur un périmètre des dépenses par origine. C'est-à-dire, je regarde les institutions, quels effets des dépenses véritables, définitives, ou
ou qu'elles aient fait des dépenses de refinancement interne des administrations. C'est ça qu'on présente. C'est ça qu'on présente, parce que leurs comptes, effectivement, vont être impactés à la fois par les dépenses définitives et puis par les dépenses de refinancement. Bien. Mais après, on ne retraite pas ces comptes pour les parlementaires en enlevant les refinancements. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement basique, ce serait extrêmement simple à faire. C'est pour ça que je dis, par exemple, que les comptes de la sécurité sociale, par exemple en 2026, la loi de finances de la sécurité sociale fait état d'un déficit de près de 20 milliards. Ben non, c'est pas 20 milliards, c'est 75. Parce qu'il faut compter avant les subventions reçues d'autres administrations. Vous voyez ? Je vois bien. C'est très simple. Alors, je crois que maintenant, de plus en plus de parlementaires et de plus en plus de personnes sont conscientes du fait que la présentation de nos comptes publics n'est pas bonne. Quelle est la conséquence de ça ? C'est la conséquence, par exemple, prenons les collectivités locales. Les collectivités locales, vous adressez aux maires des grandes communes, aux présidents de l'Association des maires de France, vous disent « mais non, nous sommes équilibrés, c'est vous l'État qui êtes déficitaire ». Regardez, nous ne pourrions pas, les banquiers ne nous prêteraient pas d'argent pour l'investissement si nous n'avions pas des dépenses de fonctionnement ou un budget de fonctionnement équilibré. Oui. Donc, c'est nous qui sommes équilibrés, c'est vous l'État qui êtes déficitaire. Oui, ils sont équilibrés, mais après que l'État ait donné 60 milliards de subventions aux collectivités locales. Alors, comme il faut enlever ces 60 milliards, parce qu'on ne peut pas les compter deux fois avec la dépense des collectivités locales, vous voyez bien que... On repose dans le débat avec les collectivités locales sur quelque chose d'inexact au départ, de faux. Vous avez des élus locaux très sérieux qui pensent véritablement que leur compte est équilibré puisque l'État leur doit ses subventions et ils donnent ces subventions. Sauf que quand on envoie le compte à Bruxelles, on ne peut pas compter deux fois la dépense des collectivités locales et la dépense de subvention de l'État aux collectivités locales. Donc là, on repose déjà sur une hypocrisie, sur quelque chose qui n'existe pas. La dépense des collectivités locales est une dépense, c'est 11% des dépenses publiques, c'est important, c'est le niveau 1 de l'administration locale. Il y a eu des lois de décentralisation, mais il faut dire aux 570 000 élus locaux français, il faut leur dire que leurs comptes ne sont équilibrés que parce qu'ils sont subventionnés par l'État. Et on compte la subvention dans le budget de l'État. Bon, je peux vous faire exactement la même démonstration avec la sécurité sociale. Prenons un cas particulier, dans les deux sens d'ailleurs, parce que ces transferts sont aussi dans les deux sens. Oui. Vous avez un sujet particulièrement bien connu, c'est le régime de retraite des régimes spéciaux, la SNCF, la RATP, les mines, les marins, les ouvriers de l'État, enfin bref. Il y a toute une partie des retraites qui a très peu de cotisants et beaucoup de retraités. Parce que ces régimes, ces secteurs professionnels ont recruté de moins en moins et ont donc beaucoup de retraités. Et très peu la de démographie cotisants. fait que... L'État verse 8 milliards par an. Alors ce 8 milliards, il est juste pas compté. Donc c'est ça qu'on appelle une subvention, en fait. Ça, c'est une subvention. Déjà, c'est une subvention d'équilibre bien claire. Alors, ça fait des années que ça dure, tout le monde connaît le sujet. Les comptes de la sécurité sociale ne sont pas déficitaires de 8 milliards alors qu'ils incorporent ces régimes. Et ça prend quelle forme, en fait ? C'est sur la fiche de paie aujourd'hui d'un actif de la fonction publique, on va aller voir ces cotisations supplémentaires ? On va aller voir ces subventions ? Non, sur la fiche de paie, vous ne les voyez pas. D'accord. Parce que là, ce n'est pas par une cotisation supplémentaire, c'est juste par une subvention. C'est l'État qui subventionne purement simplement à peu près à 50% le régime. Le régime. Bon. Mais ce qui compte, c'est que l'État, lui, il enregistre ça en dépenses, mais la vraie dépense, c'est la dépense de retraite des régimes. Et donc là, quand on envoie un compte consolidé, c'est la dépense de retraite qu'on considère. Donc le régime, il est déficitaire de 8 milliards. La sécurité sociale ne prend pas ces 8 milliards dans son déficit. Le déficit de 20 milliards de 2026 de la sécurité sociale ne comprend pas les 8 milliards de déficit des régimes de retraite spéciaux. Vous voyez, c'est un autre exemple. Mais c'est donc... La réalité, c'est que le Parlement et l'opinion publique ne sont pas informés suffisamment bien sur la base de comptes combinés. En réalité, il faudrait raisonner qu'est-ce qu'une dépense génère comme déficit ? Toutes administrations confondues. Et c'est le toutes administrations confondues qui est aujourd'hui pas réalisé dans les documents fournis au Parlement et votés par le Parlement.
Et pourquoi c'est si important de faire ce travail-là de transparence ? Pourquoi pour l'opinion publique, bon, pour le parlementaire, bien sûr, ça me paraît important, même pour l'opinion publique, là, qu'est-ce que ça nous dit sur notre histoire du déficit public de mettre cette transparence-là ? C'est très important de reconstituer ce que sont ces comptes parce qu'on ne vous dit jamais quelle est l'origine des déficits publics. Quand vous ne faites pas un bon constat sur n'importe quel gros problème dans la vie, quand votre constat est faux, il y a de bonnes chances que les solutions, vous ne les trouviez pas. Oui, pas de problème, pas de solution. Pas de problème, pas de solution. Là, si vous ne caractérisez pas le problème financier, vous ne trouverez pas la solution du problème de l'endettement excessif de la France. Si vous ne dites pas quelles sont les causes, quelles sont les dépenses qui créent ces déficits, vous ne savez pas où prendre les mesures pour réduire les dépenses et donc pour réduire le déficit et la dette. C'est tout. Aujourd'hui, personne, m'entendez ? Personne, aucun homme politique, aucun think tank, aucun économiste ne dit les déficits français, 170 milliards en 2024, 152 milliards en 2025, viennent de X% tel type de dépenses, Y% tel type de dépenses, Z% tel autre type de dépenses. Peut-être que les réformes, les sujets et le débat public s'orienteraient différemment d'aujourd'hui si on savait ça. Les Français, par exemple, dans les 2 réformes des retraites qui leur ont été proposées en 2019 et 2023, s'ils avaient su que les retraites contribuaient à plus de la moitié des déficits publics et avaient contribué sur le long terme à peu près la moitié de la dette publique. Donc ça, c'est ce que les chiffres transparents nous disent. Transparents nous disent. C'est ce que j'ai écrit dans plusieurs articles. C'était le sujet de notre vidéo, mais c'est vrai que je le redis pour le marteler, mais le poids de la retraite, c'est 50% de notre dette publique depuis 20 ans. Il n'y a pas que moi qui le dis. Le disent également François Bayrou. Il l'a dit quand il était au commissaire au plan en 2022. Il l'a dit quand il était Premier ministre dans son discours de politique générale en janvier 2025. Il l'a dit. 50% de la dette publique vient des retraites. Bon, il n'y a pas que lui. Il y a Édouard Philippe écrit dans son livre en juin 2025 « Nous nous sommes cachés la vérité sur les retraites grâce à des tours de passe-passe comptables ». C'est une personne sérieuse, Édouard Philippe. Ouais. Il est structuré, il a été Premier ministre. Il dit ça. C'est ce que dit Bernard Cazeneuve, qui a été ministre du Budget et Premier ministre. Il écrit dans une tribune en avril 2024 « Les retraites contribuent à 70 milliards de déficit public par an. Nous ne sommes pas transparents. » C'est ce que dit Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, en octobre 2025, quand elle s'adresse au Parlement et qu'elle dit « Écoutez, je vous fais un autre compte. Je vais vous faire une présentation plus honnête. » Mais la présentation plus honnête n'était pas celle des comptes soumis au Parlement. Elle était juste verbale. Elle était juste un exposé de la ministre. C'est ce que dit David Amiel en disant qu'il veut faire plus de transparence. Donc, vous voyez, je ne suis pas le seul maintenant à dire ça. C'est assez évident. Et surtout, ce qui est dommageable, c'est que la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de changer nos lois financières. C'est juste une question de communication financière et de sincérité de la communication financière. Quand vous dites que vous avez un déficit, il faut que vous disiez quelle est la raison et quelles sont les origines de ce déficit. Et vous ne pouvez le faire qu'à partir du type de dépenses. Est-ce que ce sont des dépenses sociales qui ont créé le déficit ? Est-ce que ce sont des dépenses locales qui ont créé le déficit ? Est-ce que ce sont des dépenses centrales ? Est-ce que l'État est trop intervenu ? Ou a trop de fonctionnaires, ou un coût de fonctionnement. Oui, on peut débattre après de tout ça, mais déjà, le vrai sujet, et ce pourquoi vous militez, c'est pas dogmatique, c'est de la transparence pure et simple sur les chiffres. Si on n'a pas, pour les élections, les échéances électorales futures, un constat clair de l'origine des déficits, comment voulez-vous que les programmes des candidats s'organisent pour dire c'est ici ou là qu'il faut probablement faire des sacrifices ? Alors, il se trouve que les 2 grosses parties des causes du déficit, les 2 grandes causes du déficit, c'est véritablement le système de retraite français. OK. Par répartition, aujourd'hui. Par répartition. Alors, vous pouvez le chiffrer assez facilement, autour de 80 milliards en 2024, plus en 2025. Plutôt donc 80 milliards du déficit sur les 170 milliards. Alors, en 2024, 80 sur 170, absolument. Plutôt 87 sur 152 en 2025. OK, voilà. Donc on reste dans les mêmes ratios quand même. On reste dans les mêmes ratios quand même. Bon. Et puis ensuite, vous avez un très gros déficit lié au fonctionnement des collectivités locales. Alors, c'est plus compliqué pour les collectivités locales. D'abord parce que
les dépenses des collectivités locales, c'est quand même des dépenses d'avenir. Hein. Elles s'occupent de l'attractivité du territoire, du fonctionnement de services publics, des ordures ménagères, de la sécurité aussi sur le territoire, de l'équipement du territoire. Donc ça, c'est quand même pour l'avenir, tandis que le social, ce sont des transferts et en large partie pour les personnes d'un certain âge. Oui. Tant pour la retraite que pour la maladie. Donc, vous avez cette question de le social, c'est beaucoup pour le passé. C'est indispensable, c'est une solidarité qu'on doit aux seniors, aux personnes les plus âgées. Mais les dépenses des collectivités locales et celles de l'État, c'est plus des dépenses d'avenir. C'est des dépenses qui sont gagées par de l'activité à venir et donc par des recettes à venir. Donc on peut s'endetter pour des dépenses des collectivités locales ou des dépenses de l'État. En revanche, pour le social, c'est plus difficile de s'endetter. Pour le social, il y a une règle simple. Depuis qu'il existe des comptes de la sécurité sociale, on a toujours dit, et personne ne le conteste, que comme ce sont une redistribution pour la vieillesse, pour la maladie, pour la famille, il faut... Pour que la sécurité sociale soit vraiment solidaire, il faut absolument prendre à certains en même temps qu'on redistribue à d'autres. Et donc, ça veut dire que les dépenses de la sécurité sociale doivent être couvertes par des cotisations ou des impôts. Ce n'est pas forcément des cotisations seulement, ça peut être aussi des impôts. Mais les impôts, c'est bien prendre à quelqu'un, c'est un prélèvement obligatoire. Donc, si les impôts plus les cotisations ne sont pas suffisants pour couvrir les dépenses de la sécurité sociale, c'est forcément de la dette. Vous voyez, vous transférez le besoin sur quelqu'un d'autre. Et alors ça, la sécurité sociale... Et on le transfère sur les jeunes générations. Et on transfère sur les jeunes générations. Donc, la sécurité sociale qui est une redistribution pour vraiment montrer qu'elle est solidaire. La solidarité, c'est aussi de prélever autant sur certains qu'on en redistribue à d'autres. Alors, c'est plus ce qui se passe depuis longtemps, 91, à peu près, le premier déficit de la sécurité sociale. Mais... Vous avez quelqu'un qui le dit très bien, c'est Nicolas Dufourcq dans son livre « La dette sociale » 1974-2024. Mais vous voyez que là, c'est absolument clair. Masquer le fait qu'il existe un déficit de la sécurité sociale parce que cotisation plus impôts ne suffisent pas à payer les dépenses, masquer ça, c'est véritablement ne pas montrer les causes et l'origine des déficits et de la dette publique. Bon. Alors pour les collectivités locales, ça existe, c'est vrai, mais ce sont des dépenses d'avenir qui méritent qu'on s'endette pour elles. En réalité, les recettes futures ça, on peut comprendre que c'est un investissement. Il y a un côté investissement. On peut dire, par exemple, que quand l'État dépense pour l'éducation, ce n'est pas une dépense d'investissement en tant que telle, c'est une dépense de fonctionnement. Mais c'est sûr que l'investissement dans l'éducation, c'est sur l'avenir du pays, c'est très important. Donc on peut dire que si l'État a des charges très lourdes au titre de l'éducation ou des universités, c'est un investissement pour l'avenir qui a sa contrepartie dans le fait qu'on aura de l'activité, des gens compétents et des rentrées fiscales plus tard. On ne peut pas exactement dire ça de la part des dépenses de juste prestations sociales. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que le Parlement puisse voter de manière sincère et transparente ces comptes ? Est-ce que c'est une initiative du gouvernement ? Est-ce que c'est quelque chose à changer dans la loi, dans la présentation des comptes ? Il n'y a aucune loi à changer. Et c'est ça qui est le paradoxe absolu. Les lois sont faites, si vous voulez, il y a deux grandes lois. En réalité, il y a une loi qui, en 1996, a organisé le vote par le Parlement de la sécurité sociale. Et puis, il y a une loi ce qu'on appelle la loi organique sur les lois de finances, qui, en 2001 et en 2006, a organisé essentiellement les processus pour l'État. Mais aucune loi n'interdit au gouvernement de faire une communication sincère. Jamais le législateur n'a dit « vous êtes obligé de ne pas nous dire ». Il aurait plutôt tendance à dire « vous êtes obligé de nous dire ». Donc, c'est une question non pas de loi, mais de communication financière. Alors après, c'est extrêmement simple de montrer quelque chose de clair en termes d'origine des déficits publics. Il suffit d'éliminer les transferts entre administrations. C'est tout. Vous prenez les mêmes comptes des institutions, les mêmes comptes votés des institutions, et puis vous faites une annexe ou un tableau additionnel, et puis vous montrez les mêmes comptes, mais avant les subventions entre les administrations, les liens croisés. Et bien là, ça change complètement tout. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à faire.
franchement, ça ne nécessiterait aucun dispositif législatif nouveau. Ça nécessiterait probablement de consulter pour cette nouvelle présentation qui changerait beaucoup la présentation des comptes publics. On consulterait certainement ce qu'on appelle le Haut Conseil des finances publiques. Okay. On consulterait probablement l'organisme européen qui contrôle les comptes de la nation de chaque pays qui regarde les méthodologies des comptes de la nation de chaque pays, qui s'appelle Eurostat. On les consulterait, bien entendu, mais on dirait, écoutez, le gouvernement français a décidé de changer sa méthode de communication. Il va vous montrer quels sont les besoins de financement associés à des catégories de dépenses. Ce qui est quand même beaucoup plus juste que de dire, de montrer ces besoins de financement, mais après toutes les tuyauteries entre administrations. C'est difficile à suivre d'ailleurs et de comprendre. Voilà. Enlever la tuyauterie des financements en France est extrêmement simple dans la communication financière. Et donc, c'est pourquoi j'insiste sur ces points. J'ai fait quelques travaux là-dessus, publiés, etc. Il me paraît extrêmement important que ceci soit fait avant les échéances électorales. Parce les prochaines de 2027. Voilà. Parce qu'autrement, vous restez dans l'ignorance des causes et du constat. Alors, le constat aboutit à quoi? Le constat aboutit très simplement à ce que notre protection sociale est très généreuse. Okay. Elle est généreuse de deux points de vue. Les prestations de retraite sont trop élevées par rapport à ce que nous pouvons payer. En tout cas, elles sont plus élevées, les prestations de retraite obligatoires. Celles qui sont dans les dépenses publiques sont plus élevées en France que dans la plupart des pays européens. Donc les pensions versées aux retraités. Les pensions versées aux retraités. Il y a une question d'âge de départ, mais il y a une question aussi de niveau des pensions. Notamment, dans les pensions, il y a 20% de dépenses qui ont été ajoutées par des dispositions légales et qui représentent près de 80 milliards. Vous avez un budget social interne aux retraites qui est extrêmement élevé, qui n'est pas comptabilisé, qui n'est pas rapporté au Parlement, qui n'est jamais revu par le Parlement. Donc ça, c'est le premier constat. La dépense de retraite est très élevée. Vous avez, en matière sociale, une autre situation, c'est que la santé est beaucoup plus gratuite en France qu'elle n'est ailleurs. Il reste à payer de la poche des patients français 7 à 8% de ce qu'ils dépensent. Le taux est plutôt de 15% ailleurs. Donc vous voyez, il y a un autre ça, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Il y a un autre point qui font que les prestations sociales globales, elles sont très élevées à cause de ça. Et ça, c'est un des sujets majeurs de déficit. Encore faut-il le caractériser. C'est ça. Ça pourrait être un choix de modèle social fait par l'ensemble des Français ou la majorité des Français, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne le mesure pas, ça. On ne le mesure même pas. Donc, on ne peut même pas poser la question de savoir est-ce que notre modèle social mérite d'être atténué lentement, graduellement. Tout ça n'est pas brutal. Il mérite d'être érodé, par exemple, au rythme de l'inflation, par une sorte de désindexation. Les Allemands l'ont fait pour leur retraite depuis 2004. Depuis 2004, ils ont désindexé les retraites sur l'inflation. Ils n'ont pas désindexé sur l'inflation. Les retraites sont indexées même sur les salaires, mais on enlève du coefficient d'indexation l'augmentation du nombre de retraités. Donc les retraités participent au fait que la démographie se détériore. Donc s'il y a plus de retraités... Chaque retraité perçoit moins en retraite. Finalement, vu qu'ils ont anticipé depuis 2004, j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un peu plus équilibré. Ils ont 70 ou 80 milliards de retraites de moins que nous en valeur française, si vous voulez, par rapport au PIB. C'est vraiment très important. Bon. Alors, ça vous permettrait de savoir si vous continuez ce même modèle, continuez sur le système français, ou bien si, par exemple, vous estimez que plus d'argent devrait être consacré à la défense, à l'éducation. Parce que sur le sujet de l'éducation, c'est assez intéressant. Quand je vous avais interrogé la première fois sur le budget de l'éducation, je crois que c'est 80 milliards. Mais sur ces 80 milliards, il y a 60 milliards qui sont réellement productifs aujourd'hui pour le système éducatif et 20 milliards qui sont en fait des subventions, des surcotisations de retraite. Le ministre des Comptes publics l'a dit récemment dans une déclaration. David Amiel a dit écoutez, le budget est de 90, il y en a 30% qui sont non opérationnels et qui sont consacrés à payer des retraites, à financer des retraites. Alors, en plus, ça finance le déficit des retraites, parce que si vous payez les cotisations normales sur les rémunérations des enseignants, ça ne serait pas
27 milliards que vous paieriez aux retraites dans le budget de l'éducation nationale. Ça serait peut-être 5 ou 6 milliards. Et donc, le déficit des retraites est affecté au budget d'éducation. Alors ça, c'est absurde. Ça, c'est franchement absurde. Donc, les ministres veulent changer ça pour le projet de loi de finances 2027. Quand après on essaie de se comparer, qu'on compare nos classements éducatifs et qu'on voit que la franche chute versus le budget, en fait, c'est complètement faussé par... La dépense par élève est inférieure, nettement inférieure à ce que font d'autres pays. Mais comme on y met des choses qui n'ont rien à voir avec l'éducation des élèves, et en gros, ça a à voir avec la subvention... aux retraites, évidemment, elle paraît supérieure. Mais on fausse les comparaisons internationales. Vous voyez ? Et alors ça, c'est vrai pour l'éducation, c'est vrai aussi pour la défense. On dit qu'on fait plus de 2% du PIB, 60 milliards d'efforts de défense annuels, mais dans les 60 milliards, vous avez près de 10 milliards qui sont consacrés aux retraites des anciens militaires. Ça ne fait pas beaucoup de chars et ces 10 milliards-là ne servent pas beaucoup aux drones et à l'équipement des forces françaises. Il y a d'autres postes comme ça, défense, éducation. C'est les gros ministères employeurs qui se voient facturer le coût du régime de retraite de l'État et qui se voient facturer fictivement un montant tout à fait considérable et qui n'a pas de sens. Alors vous avez l'éducation, la défense, la police, les sécurités. Mais vous savez, pour une université, c'est également très important parce que l'université a beaucoup de professeurs ou d'enseignants fonctionnaires et les universités en France, dans un budget qui est considéré comme relativement tendu, elles doivent avoir 15% de leur budget consacré à la retraite. Donc elles le vivent mal, vous voyez. Et tout ça à cause d'un système opaque. Alors, j'espère qu'on va sortir dès 2027, dès septembre 2026. Est-ce que vous qui militez beaucoup et qui produisez des études régulièrement, qui vous êtes interrogé là-dessus, est-ce que vous voyez les choses avancer ? Alors, les choses ont avancé sous l'effet essentiellement de la décision de la précédente ministre de l'Action et des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Alors, je l'avais vue au printemps 2025 et à l'été 2025, elle a dit au Parlement que la méthode pour communiquer tout ça, la méthode pour montrer justement le compte des retraites de l'État et pour l'imputer au ministère, allait changer dès 2027. Puis elle a aussi dit que la présentation entre les administrations centrales, locales et sociales devait changer parce qu'une présentation devait être plus honnête que celle qui était faite au Parlement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même inouï qu'on en soit là, quoi. Nos comptes publics, voilà, pour dire les choses simplement, nos comptes publics ne traduisent pas l'origine des déficits publics. Et ils pourraient le traduire très simplement par juste un changement de la communication financière du gouvernement au Parlement. Moi, le citoyen que je suis, citoyen français ou ceux qui nous écoutent, doivent se dire une chose, c'est que la transparence est quand même la base de la démocratie. Absolument. Pour pouvoir décider ou même se forger un avis par rapport à ce qui se passe et par rapport à là où on pourrait aller, il faut quand même qu'on pose le constat et qu'on soit tous OK sur les problèmes et qu'ils ne soient pas questionnables. Si l'origine même du problème est questionnable, ça va être difficile de s'entendre. Absolument. Donc, et sur ce... Alors, d'ailleurs, vous voyez, le Parlement s'en rend compte aussi. Par exemple, il y a une commission d'enquête récente dont le titre est commission d'enquête sur les incertitudes budgétaires de la sécurité sociale. Elle a remis son rapport début juin 2026. Elle a été présidée par une dame qui s'appelle Annie Vidal et la rapporteure s'appelait Joëlle Melin. Alors, il suffit que vous preniez ce rapport. Il est sur le site de l'Assemblée nationale. Il est très simple. Vous avez des choses totalement étonnantes dans ce rapport. Beaucoup de gens, ils ont demandé à beaucoup de gens de venir. Si nos auditeurs, nos spectateurs nous veulent creuser sur la question, c'est incroyable. Le Parlement découvre en 2026 que le périmètre de la sécurité sociale n'est pas idoine. Il manque les retraites complémentaires et le chômage. Bon, et donc le Parlement n'est pas informé de deux régimes qui font à eux deux quelque chose comme 170 milliards de dépenses. Voilà, dépenses sociales. Il n'y a pas de... Qui vote ça, du coup? Personne ne le vote. D'accord.
La sécurité sociale est à part, et puis ces deux régimes-là, 170 milliards, le Parlement ne se prononce pas là-dessus. Vous avez le rapport parlementaire dit un schéma de recettes opaque, un schéma de recettes et de comptes de la sécurité sociale illisible pour des raisons de transfert interne et externe. Je peux vous citer des transferts étonnants entre les comptes de la sécurité sociale et d'autres administrations. Un diagnostic des retraites qui est empêché par la manière dont on les comptabilise. C'est récent, donc ça évolue dans le bon sens, mais c'est quand même un rapport parlementaire de 2026. Je vous assure que ceci était visible depuis longtemps. Depuis longtemps. Enfin, moi, mes articles, le premier article que j'ai écrit, il datait de 2022. OK. Donc, vous voyez, il est grand temps. Et alors, il se trouve qu'on a des échéances électorales, mais donc, il vaudrait mieux que ça se passe avant. Mais il est grand temps de donner à l'opinion publique et au Parlement, bien entendu, d'abord au Parlement et à l'opinion publique. Il est grand temps de donner l'origine des déficits publics. Et à ce moment-là, le débat politique va complètement changer. Je suis, à titre personnel, complètement persuadé que les deux réformes des retraites de 2019 et 2023 auraient eu une réception beaucoup plus différente. Favorable. Je ne dis pas que ça aurait plu aux gens. Quand on leur demande des sacrifices, ça ne leur plaît jamais, si vous voulez. Mais je pense que beaucoup de personnes, d'observateurs, auraient compris pourquoi. Nous ne sortirons pas de nos problèmes de difficultés financières si nous ne revoyons pas assez considérablement le modèle social, essentiellement composé des retraites et de la santé. Et donc, si on devait repartir en fait avec des grands chiffres ou des ordres de grandeur suite à notre échange, le déficit ne change pas. Sur 2024, le déficit reste à 170 milliards, mais la répartition du déficit change. De ce que je comprends de notre échange, à peu près, à quelques pourcentages près, 50% issus du déficit des retraites. Et donc, sur les années passées, donc sur notre dette, au final, aujourd'hui, qui est à 115%, 118% du PIB, l'origine, en fait, de cette dette, elle vient d'où ? Elle vient aussi à 50% des retraites ? Elle vient à 50% des retraites. La dette cumulée, elle vient à 50% des retraites. Alors, j'avais fait un compte un peu plus précis sur la période de fin 2017, fin 2023, que j'avais publié en septembre 2024. Ça s'appelle « Les trois singes », justement celui qui se voile les yeux, les oreilles et la bouche. Et je trouve effectivement que les retraites... Alors, dans les presque 1000 milliards de retraites à l'époque, de dettes supplémentaires à l'époque, vous en aviez... Donc entre 2017 et 2023, 1000 milliards de dettes au total. Vous aviez 500 qui venaient des retraites. Vous en aviez 250 qui venaient très clairement des deux crises, de la pandémie et de l'inflation. Et vous aviez environ 200 milliards qui venaient des allègements d'impôts, dont la moitié concernait les ménages. Alors, suppression de la taxe d'habitation. Suppression d'impôts sur les entreprises, suppression de la redevance audiovisuelle, baisse de l'impôt sur le revenu en 2019. Bref, ces allègements d'impôts qu'on pensait être exclusivement réservés aux entreprises, en fait, ils ont concerné à plus de la moitié les ménages. Mais c'est vrai que par rapport à la situation antérieure, des impôts ont été allégés pendant cette période. Il n'y a pas de doute. Et ça a eu un coût pour les pouvoirs publics. Baisse des cotisations sociales aussi. Donc, vous voyez, il y a eu environ 200 milliards d'allègements d'impôts, très clairement. Et là, vous avez les 3 ou 4 composants de l'augmentation de 1000 milliards de la dette à ce moment-là. Un grand merci, Jean-Pascal Beaufret, de nous avoir éclairé sur ce sujet hautement important. On mettra vos travaux directement en description pour tous ceux qui veulent nous voir et on espère que les choses avancent de ce côté-là. Merci à vous de contribuer à les faire avancer. Merci.